Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des animatroniques, des effets pratiques et des CGI. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui fait tant débat dans le 7e art. Donc j'ai décidé de débroussailler un peu tout ça et de mettre les choses au clair. Et tout ça, on va le faire dans cette vidéo. C'est parti! Alors il faut savoir que le débat n'est pas récent, il existe depuis l'existence même des CGI. Car il faut savoir que dès le premier Jurassic Park de Steven Spielberg, il y a eu déjà des critiques qui ont été émises face à cette technologie. Beaucoup y voyaient déjà une sorte de cache-misère qui permettait d'en mettre plein les yeux au public pour cacher des problèmes de scénario, de mise en scène ou autre. Par exemple, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase de Robert Ebert, « Le stop motion, on sait que c'est faux, mais ça semble réel, et le CGI, ça semble vrai, mais on sait que c'est faux. » Ah, vil taquin, va. Même si je peux comprendre ce genre de propos et les critiques qui ont été faites en règle générale au CGI de l'époque jusqu'à aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo que beaucoup de choses et beaucoup de critiques ont été dites un peu trop vite. Alors même si vous êtes un défenseur des effets pratiques, le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous faire changer d'avis, mais de vous montrer un prisme différent. Et qui, je le pense, sans me jeter de fleurs, est vraiment très intéressant. Et pour les autres qui sont déjà des amoureux du CGI, je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Alors tous ceux qui sont assis devant cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors pour commencer, il faut savoir que les effets visuels ont toujours été au cœur du cinéma, et ça depuis ses origines. Il n'y a qu'à voir le film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, sorti en 1902. Et ouais, ça date, hein. Et d'ailleurs, Georges Méliès était extrêmement populaire pour ça, c'était même considéré un peu comme une sorte de magicien de l'image. Avec ces films qui étaient remplis de trucages à ras-bord. Ou alors il n'y a qu'à voir L'Aube de Murnau qui nous présente l'ancêtre du fond vert. Et là, on est en 1928. Donc on voit que depuis les origines du cinéma, on a toujours essayé de faire des trucages pour pouvoir raconter ce que l'on voulait raconter, ou transmettre des émotions, faire passer des messages, etc. Et permettre de raconter tout ce que l'on veut, mais avec certaines limites, surtout quand on est avec les effets pratiques. Là où ce n'est plus le cas avec les CGI. Vous rêvez de mettre quelque chose à l'écran, eh ben vous pouvez le faire, il n'y a plus aucune limite, et c'est ça qui est extrêmement beau avec les CGI. Tout devient possible, et c'est là aussi son problème. Car comme je l'ai dit juste avant, les effets pratiques étaient surtout au service de l'histoire, ou des thématiques. Là où justement il va y avoir un gros problème avec les CGI, c'est que énormément de films vont se reposer uniquement sur cette technologie et laisser un peu de côté l'histoire. Comme l'avait dit, on l'a vu précédemment, des certaines critiques sur Jurassic Park, qui est pour moi totalement injustifié sur ce film, hein, mais on y reviendra. Et comme une grosse majorité des blockbusters, comme c'est le cas par exemple chez Marvel, qui mettent en avant surtout les effets visuels et qui laissent tomber totalement le scénario, et ben forcément les CGI ont petit à petit eu une mauvaise réputation. Sans compter qu'avec le temps, on en a commencé à se rendre compte que les CGI ne vieillissaient pas forcément très bien, et cela souvent en prenant les pires exemples de l'histoire du cinéma, alors que les films comportant les animatroniques fonctionnaient toujours très très bien. Et là encore une fois, en prenant les meilleurs exemples. Les plus pourris ont été littéralement passés sous le tapis. Faussant ainsi l'image des CGI auprès du grand public, et surtout omettant énormément de points positifs et négatifs des deux technologies. En gros, une vision qui n'est pas très correcte. Car oui, les animatroniques ont un charme fou, ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'à voir par exemple la poupée de Yoda, ou alors les animatroniques sur Jurassic Park, qui sont juste somptueux, et j'en passe. Donc oui, l'animatronique, c'est vraiment un art qui est extrêmement respectable. Je n'ai aucun problème avec ça, j'adore les animatroniques. Mais maintenant, il faut aussi voir le revers de la médaille. Une belle animatronique, bah ça fait pas tout. Bah oui, parce que vous aurez beau avoir les plus belles animatroniques de l'histoire du cinéma, vous vous retrouvez face à certaines limites qui risquent de montrer un petit peu la supercherie, surtout quand on regarde le film 30 ans plus tard. Et là, ça sera la seule pique que je vais faire à Jurassic Park, mais par exemple, dans ce film-là, on va voir à plusieurs moments, comme la scène avec le T-Rex qui est en train de renifler Alan Grant et Alex, que l'animal n'est pas vraiment organique. Il est juste en train de pivoter la tête de façon extrêmement mécanique. Ce qui lui donne un aspect faux, malgré le fait que ce soit très bien fait. Là où l'image en CGI, présentée juste avant où le T-Rex est en train de sortir de son enclos, le fait de le voir se mouvoir de façon aussi réaliste, moi personnellement, durant cette séquence-là, je me pose pas une seule fois la question si le T-Rex est faux ou pas. Contrairement à la séquence que j'ai dit précédemment, avec le T-Rex qui est en train de pivoter sur lui-même. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne dis pas ça pour défoncer Jurassic Park, loin de là, j'adore ce film, mais c'est pour vous montrer les limites des effets pratiques, là en l'occurrence les animatroniques, et en quoi les CGI permettent d'aller beaucoup plus loin et proposer même des choses plus intéressantes. La question est, quand est-ce qu'utiliser une technologie plutôt que l'autre? Et c'est sans doute un des problèmes qu'on a le plus vu depuis les années 2010, avec des films qui décident de plus en plus d'utiliser 100% que du CGI, sans prendre en compte les valeurs de plan, la mise en scène et ce genre de choses. That is one big pile of shit.
Et vous avez parmi les pires exemples dans les films Marvel. Tout simplement à cause de la production des films qui font juste n'importe quoi. Par exemple, j'ai une petite anecdote assez marrante, mais j'avais entendu une interview d'un artiste qui travaille chez Marvel qui disait que quand une scène avait besoin d'effets spéciaux, le réalisateur souvent, il posait sa caméra comme ça, il filmait une sorte de gros plan, en règle générale, de l'acteur qui allait être incorporé dans les effets visuels, sans savoir encore qu'est-ce qui allait avoir exactement dans le plan final. Ensuite, on a envoyé ce plan à ceux qui travaillent justement sur les effets spéciaux, et eux, pendant 6 mois, ont travaillé sur des effets spéciaux bien spécifiques juste pour cette scène-là, et ils ont appris, 1 mois avant la sortie du film, qu'il fallait tout virer et refaire quelque chose à partir de zéro. Donc sans doute qu'au départ, nous avions une scène extrêmement bien fichue, car il y a eu 6 mois de travail dessus, qui était remplacée par une scène avec des effets visuels qui ont eu seulement 1 mois de travail fait à la va-vite. Donc, sachant que le réalisateur déjà de base ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir dans son plan, sachant que les équipes qui sont sur les effets spéciaux, ils naviguent un peu à vue, et que leur travail peut être balancé comme ça d'un revers de main pour ensuite devoir vite fait bricoler quelque chose dans les 3 semaines qui suivent, et sans compter une vision artistique qui est totalement inexistante, ou alors vraiment très peu présente, et qui est guidée par les producteurs qui pensent qu'à un moment T, à la sortie du film, le public va apprécier plutôt tel genre d'effets visuels, donc il faut mettre ça dans la scène. Mais ça n'a aucun sens. Donc voilà, quand on prend les pires exemples, forcément, il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais c'est pas parce qu'il y a 5 guignols qui font n'importe quoi avec ces technologies-là que c'est pareil pour le reste. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Maintenant, prenons un excellent exemple. Par exemple, Avatar. Ou alors Avatar 2 qui est sorti récemment au cinéma. Vous n'allez pas me dire que ces effets visuels dans ces 2 films-là sont pourris. Parce que là, on va se fâcher. Je suis sûr que si tous les effets visuels dans tous les films qu'on avait actuellement étaient au niveau d'Avatar 2, on n'entendrait plus personne gueuler sur les CGI. Ou en tout cas, beaucoup moins. Mais maintenant, j'aimerais quand même mettre un petit peu de nuance dans tout ce que je viens de dire. Parce que finalement, c'est quoi des effets spéciaux bien faits? C'est forcément des effets spéciaux qui sont extrêmement réalistes, qu'on ne voit pas justement que ce sont des effets visuels. Il y a un film qui est sorti récemment, Pokémon, et les Pokémon faisaient quand même un petit peu faux, mais j'ai totalement l'impression que c'était fait exprès. Par exemple, on a Ready Player One où la majorité du film se déroule dans un jeu vidéo, donc là qu'on voit que c'est du CGI, c'est tout à fait logique. On peut pas blâmer le film pour ça. Et je vais même aller plus loin, pour moi c'est aussi culturel. Par exemple en Chine, une saga qui est assez populaire c'est Detective D, de Tsui Hark. Et par exemple dans ces films-là, les CGI, ici ils ne passeraient pas, ça ferait scandale. Et pourtant en Chine c'est pas vraiment un problème. Il y a énormément de films là-bas qui ont ce genre de CGI. Et j'ai pas l'impression que les gens gueulent contre ça. Et j'ai même l'impression que les gens adorent de voir que ça fait un peu faux. C'est comme les films Godzilla au Japon, avec ce Godzilla qui est en fait un acteur qui est déguisé, et on voit totalement que c'est un déguisement. Ça fait faux. Mais au Japon, culturellement, ça ne dérange pas du tout. Pour eux, c'est totalement normal. Alors que si vous faites un Godzilla avec un type en costume en Amérique, je peux vous dire que le machin, il va même pas passer en DVD. Mais je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas critiquer les effets visuels, parce que clairement, il y en a qui sont pas bons. Il faut juste réussir à différencier ceux qui ont un look qui fait plus faux, justement pour faire exprès, limite pour donner un certain charme, et ça vous allez voir, je vais y revenir plus tard, et entre ceux qui n'ont pas eu assez de temps pour être finalisés, ou encore ceux qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif qui était normalement fixé par le film. Par exemple, Avatar, c'est un film qui se veut extrêmement réaliste. L'idée de James Cameron, c'est de vraiment faire croire que les navis existent. Il veut absolument que le spectateur oublie qu'il est face à un film, qu'il oublie qu'il est face à des CGI, et qu'il plonge totalement dans le film. Donc avec ce point de vue-là, obligatoirement, on est obligé d'avoir des effets spéciaux qui sont à la pointe de la technologie et qui sont parfaits. Parce que s'ils ont la tête des effets spéciaux de Detective Lee, ça va pas fonctionner. Ou alors, il va falloir une mise en scène très particulière pour faire accepter la chose. Et justement, on va venir sur la mise en scène, parce que c'est souvent là aussi le problème. Dans la première scène qui vient du film Avatar, nous avons Neytiri qui est en train de boire de l'eau qui est contenue dans une feuille. Nous avons un plan qui s'approche petit à petit du personnage, qui fait une sorte de petite rotation et qui suit le mouvement de la main de Neytiri, qui amène l'eau jusqu'à sa bouche. Plein de petits détails qui nous impliquent profondément dans la scène et qui nous fait ressentir des choses. Maintenant, on va prendre une scène de Star Wars 3. Nous avons en premier plan Anakin et Obi-Wan qui sont en train de marcher en direction de la caméra. Cette dernière fait une petite rotation et on voit à l'arrière-plan qu'il y a 2 clones en train de discuter entre eux. Les 2 clones qui sont très clairement faits en CGI. Et le problème, c'est que dans cette séquence-là, tout est faux et ça se ressent un maximum. Pourquoi ? C'est tout simple. Parce que rien n'est là pour impliquer le spectateur directement dans l'histoire. On a juste un plan qui montre ce qui se passe. Et c'est tout. Degré assez zéro de la mise en scène. Mais on t'aime quand même George Lucas. Sans compter que le film a énormément de travelling et de petites rotations qui sont exactement dans le même genre. Ce qui fait qu'à la force de les voir, elles deviennent totalement banales, et du coup on se concentre sur autre chose.
Sur quoi on se concentre? Sur les deux personnages qui marchent, et comme eux ils sont vrais et que tout ce qui est autour est faux, et forcément ça l'étonne un maximum. Alors que si la caméra était peut-être un peu plus proche des personnages pour qu'on se sente un peu plus avec eux, et donc qu'on se concentre moins sur ce qui est autour, et que ces derniers, par exemple, rentrent en contact avec le décor, ou regardent un peu qu'est-ce qui se passe autour, montrer que ce qu'il y a dans ce monde-là, ça existe, ça aurait déjà été moins flagrant. Et la chose sera vachement amplifiée avec le fait que tout ce que je viens de dire, c'est quasiment présent dans tout le film, qui renforce encore plus au fur et à mesure cette impression d'avoir juste un ou deux personnages qui sont dans un décor qui est totalement vide. Donc là, le problème n'est pas les CGI, qui sont, je trouve, quand même très bien faits, mais la mise en scène de George Lucas qui ne fonctionne pas du tout dans le film. Beaucoup de gens disent que tout ce qui est effet pratique et animatronique, on a l'impression qu'on peut y toucher. Mais je pense que ça aussi, c'est présent avec les CGI. Par exemple, dans Avatar, le Turuk Makto, qui semble avoir une peau assez particulière, un mélange entre lisse et rugueux, ça m'a toujours un peu fasciné, cette texture, alors qu'on est sur du CGI. Pareil avec le dragon Smaug dans le Hobbit. Par exemple, ce dragon, quand il parle, il a sa peau qui est sous son menton, qui fait comme ça, un peu, qui bouge. Moi, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de le prendre par la peau du cou, il fait « J'ai envie de le toucher, ce dragon, moi !» Attention, avec certaines limites. Pour moi, il y en a clairement. Alors oui, dans les vieux films, ils ont peut-être un peu vieilli, mais c'est aussi le cas des animatroniques. Comme on a pu le voir avec ceux de Jurassic Park, qui vont, attention, très bien vieillis, attention. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais comme je l'ai expliqué, il y a quand même 2-3 plans où on peut voir que c'est pas des vrais dinosaures. Mais finalement, est-ce que c'est un problème que c'est vieilli? Tout ce qui est un peu rétro, c'est un charme fou. Et je pense que c'est un des problèmes des CGI, c'est une technologie qui est toute neuve. Et personnellement, je trouve qu'il y a déjà un énorme charme, par exemple, au CGI du Seigneur des Anneaux, d'Avatar, ou tout simplement de Jurassic Park, même si aujourd'hui, on voit que les dinosaures commencent un peu à dater. Et avec les animatroniques, c'est aussi par exemple le cas avec les Dents de la Mer. Le requin fait totalement faux, mais ce n'est pas un problème. Déjà parce que la mise en scène est nickel, avec cette idée ingénieuse de Spielberg de le montrer quasiment jamais le requin, et quand il est montré à l'écran, ça y va quoi, ça rigole pas. Donc on n'a pas le temps de se demander est-ce que ce requin il est faux ou pas. Et même si ça se voit, la seconde d'après, hop, on re-rentre dans le film. Donc ce n'est pas un souci. Mais c'est pareil avec les CGI. Maintenant, on va venir sur un autre argument que j'entends aussi extrêmement souvent, c'est qu'on dit que les effets pratiques, c'est extrêmement dur à faire, que les artistes qui font ça, ils doivent suer pendant des mois et des mois pour avoir un résultat convenable, alors que ceux qui font les CGI, ils appuient sur un bouton et c'est bon. Le film, il est fait. Les CGI, ils sont là. Alors là, je caricature, mais en entendre certains, ça serait un peu comme ça que ça se passerait. Alors je pense que ces idées préconçues viennent surtout du fait, vu que les effets pratiques sont quelque chose qui sont manuels, et donc qui se rapprochent beaucoup plus du grand public en règle générale, parce que je pense qu'une grande majorité de la population a plus de chances à se retrouver à faire un peu de bricolage chez lui avec des clous et un tournevis, plutôt qu'à faire des villes entières par ordinateur ou des bonhommes, etc. Et comme on a tous déjà fait quelque chose de manuel, on arrive plus à se projeter sur justement le travail que ça demande pour faire tous ces effets à la main, et que de l'autre côté, tout ce qui est informatique, on a l'impression qu'une fois qu'on arrive à maîtriser un peu la chose, c'est juste des petits clics de souris. De toute évidence, beaucoup de gens pensent que l'un est très dur à faire et l'autre extrêmement facile. Et je peux vous garantir que ces idées préconçues, c'est du flan. Pour redonner les effets visuels que vous voyez dans les films d'Hollywood, ça se fait pas en 2 clics de souris. Loin de là, mais très loin. Pour en parler très brièvement, il faut un peu imaginer un programme informatique qui vous permet de faire de la 3D dessus comme une énorme boîte à outils. Vous avez dedans un tournevis, un marteau, des scies, etc. Vous avez une infinité de possibilités pour faire ce que vous souhaitez faire. Donc vous mettez 50 personnes pour faire, je sais pas moi, par exemple, un monstre en 3D, vous avez de fortes chances qu'à la fin, le résultat ne soit jamais le même, alors que c'est le même monstre à la base. Et à la fin, il y en a un ou deux qui sortiront du lot. Et je ne sais pas si vous imaginez tout l'apprentissage et toute l'expérience qu'il faut acquérir après des dizaines et des dizaines d'années pour arriver à un résultat juste aussi bluffant que ceux que vous voyez dans les films d'Hollywood. Artiste 3D, je le comparerais bien à des peintres, des sculpteurs, etc. Peintre, on pourrait se dire, c'est juste prendre de la peinture et puis faire des gribouillis. Alors que quand t'es peintre, il faut avoir une certaine maîtrise des couleurs, il faut avoir une maîtrise de la peinture, de ton matériel, de la composition, etc., etc., etc. Toutes des choses qui demandent énormément d'expérience. Et la 3D, c'est pareil. Ce n'est pas juste quelque chose où on appuie sur un bouton et c'est fini. Très loin de là. Et une fois qu'on commence à s'intéresser au monde de la 3D, on commence à voir l'immensité de la chose et tout d'un coup à beaucoup plus apprécier tout le travail qui est fait justement
derrière les films que vous voyez aujourd'hui. Et maintenant, on va aborder le dernier point qui est tous les bienfaits de la 3D. Parce que oui, maintenant, grâce au CGI, les fonds verts, la motion capture, eh ben, tout est possible. Tout. Encore une fois, les films qui n'ont rien à proposer, si ce n'est des beaux effets visuels, ça n'a aucun intérêt. Par contre, quand c'est là pour servir l'histoire, les thématiques, ou le ressenti que l'on peut avoir devant l'œuvre, eh ben, pourquoi s'en priver? Vous imaginez que là, vous pouvez tout faire aujourd'hui. Tout. Il n'y a plus aucune limite. Quand c'est bien maîtrisé, mais c'est juste magnifique. C'est des rêves de gosses qui peuvent se réaliser sous vos yeux. Et c'est exactement ce qu'est par exemple Avatar. Un rêve qu'a eu James Cameron en étant jeune, qu'il ne pouvait pas faire parce qu'à l'époque, c'était juste pas possible. Et aujourd'hui, il peut le réaliser. Jurassic Park n'aurait jamais été Jurassic Park sans les CGI. Le Seigneur des Anneaux, vous oubliez. Jamais le film n'aurait été aussi épique, aussi grandiose. Et d'ailleurs, j'entends pas beaucoup de monde critiquer les effets spéciaux de Seigneur des Anneaux ou de Jurassic Park. Comme quoi, on peut les aimer quand c'est bien fait. Et moi, je trouve que c'est magnifique, se dire que si tu as envie de faire une scène qui comporte des choses qui ne sont tout simplement pas possibles à mettre en scène sans les CGI, et puis là, tu peux enfin les faire parce que tu as les CGI entre les mains, c'est la porte ouverte à l'imagination. C'est pour ça que je vous invite à ne pas être des aigris qui rejettent les CGI juste parce que ce sont des CGI. Et surtout, vous risquez de dire des bêtises un peu comme ceux qui ont critiqué Jurassic Park à l'époque parce que il y avait beaucoup d'effets spéciaux et qu'on a dit que le film était finalement juste une sorte de parc d'attractions qui était beau visuellement mais qui racontait rien. Alors que la thématique du film, c'est quand même un bonhomme qui crée des dinosaures qui ne sont pas forcément les vrais dinosaures qui ont existé à la préhistoire, donc ce qu'ils ont sous les yeux, c'est du faux, comme les CGI, mais ce qui importe, c'est qu'on croit que c'est vrai, exactement comme le spectateur devant le film. I wanted to show them something that wasn't an illusion, something that was real, something that they could see and touch. It's all an illusion. Respect for that power, and it's out now. They're out there where people are dying. Et ce que je suis en train de dire avec les effets spéciaux numériques, eh ben, c'est compatible avec toutes les technologies qui vont encore arriver. Tout le temps, c'est la même rengaine. La technologie est toujours là pour pousser les limites du possible. Donc avant de critiquer les CGI du prochain film que vous verrez, eh ben réfléchissez un peu à tout ce que je viens de vous dire. Et je suis sûr que vous pourrez en tirer quelque chose de bien plus intéressant que juste « Ah ben on voit que c'est faux ». Donc ma conclusion sera de ne jamais attaquer les effets spéciaux numériques juste parce que ce sont des effets spéciaux numériques, parce que dans ce cas-là, attaquer les animatroniques parce que ce sont juste des animatroniques, attaquer les films en couleur parce qu'ils sont en couleur, etc., etc. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, nous avons nos films en couleur grâce à la technologie. Nous avons aussi des films parce que nous avons une technologie qui permet de le faire. Le cinéma, c'est de la technologie. Donc critiquer les CGI parce que c'est de la technologie. Maintenant, vous saurez quoi répondre aux personnes qui vous disent que les CGI, bah c'est pas bien. Et si jamais vous avez un peu de peine à argumenter la chose, eh ben montrez-leur cette vidéo. Moi j'ai encore deux petites choses à dire, mais avant ça n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, ça aide beaucoup pour le référencement, et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui vont suivre, de vous abonner. Donc pour commencer, je voulais remercier Dagobah Taverne, qui est un confrère youtubeur, qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo. Et je dois dire que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Alors déjà, je voulais lui renvoyer l'ascenseur parce que je trouve que c'est un geste très touchant, et aussi parce que je pense que ces vidéos sont de qualité et qu'elles peuvent intéresser mon public. Donc ces vidéos sont différentes des miennes, ce qui fait que vous aurez un autre format, ce qui est intéressant. Et moi je trouve qu'elles sont extrêmement chaleureuses. Très souvent, il regarde un film ou une série et il commente pendant le visionnage. Mais il commente pas comme ça un petit peu au hasard. Hein. Non, il donne son point de vue et il dit des choses qui sont très intéressantes. Et surtout, il a une très grosse connaissance du sujet. Là où souvent sur les critiques YouTube, on s'intéresse plus aux acteurs principaux et aux réalisateurs, Dagobah Taverne, lui, va souvent vous expliquer des choses sur les petits détails qui, je trouve, sont très intéressants. Par exemple, il s'y connaît énormément en compositeur musical. J'ai pas regardé une vidéo de lui où j'ai pas appris quelque chose sur un compositeur musical ou sur une composition. Mais il parle aussi d'aspects plus généraux, si c'est ceux qui vous intéressent, comme par exemple la mise en scène et la photographie. Et je pense qu'il a des choses à vous apporter à ce niveau-là. Et d'ailleurs, souvent, il ne parle pas des mêmes œuvres que moi. Alors, il a fait sur Last of Us, moi aussi, mais par exemple, là, il est en train de faire sur Mandalorian. Alors moi, c'est sans doute une série sur laquelle je ne ferai jamais de vidéo. Alors si vous recherchez un point de vue sur cette série, eh ben, vous pouvez aller sur sa chaîne. Et d'ailleurs, vous remarquerez que souvent, il a des avis qui sortent un petit peu des sentiers battus, ce qui est aussi très intéressant. Et je tiens à préciser une chose, c'est que ces vidéos sont très authentiques. Et ça, je sais qu'il y tient. Donc, je confirme pour lui. Donc si vous avez l'occasion, allez checker sa chaîne, j'ai mis un lien dans la description, parce que franchement, il le mérite. Et maintenant, la deuxième chose, c'est par rapport à ma prochaine vidéo, car vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai faite sur HBO, qu'il y avait une petite publicité sur la critique d'Evil Dead. Eh ben, cette critique va exister, hein. Ce n'est pas juste une publicité que j'ai fait comme ça pour le plaisir, c'est une vraie publicité que j'ai insérée dans ma propre vidéo. Donc pour tous les fans d'Evil Dead, sachez que cette vidéo va bientôt arriver. Et sachez que cette critique sur Evil Dead sera dans le même format que la vidéo qui a été faite sur X. Et voilà, je pense que j'ai tout dit.
Ciao.